titre. L'UAR a décidé de tout revoir dans le cadre des négociations avec les détenteurs des droits de retransmission audiovisuelle. L'Union africaine des radiodiffuseurs a bouclé ses journées de réflexion avec des décisions fortes. Au nouveau départ se dessine avec un appui de taille, celui du président Macky Sall. Et puis Malika Tiaounpel, le litige foncier qui divise ces deux communes de la région de Dakar, peine à trouver son épilogue en dépit du travail scientifique des experts et de la nouvelle délimitation faite par l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Le problème demeure. C'est le dossier de cette édition. Et puis notre série sur Coriof se poursuit ce soir. L'état des lieux sur les problèmes d'assainissement récurrents mais pas insurmontables. La réhabilitation de la station de pompage de la commune est une des options majeures. Nous évoquerons également le volet santé avec les établissements hospitaliers et les maladies chroniques telles que la tuberculose. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a quitté Dakar ce soir à destination du Kazakhstan. Le chef de l'État va effectuer une visite officielle dans cet ancien pays de l'ex-Union soviétique et c'est sur invitation de son homologue, le président Nursultan Nazarbayev. À son départ, le président Macky Sall a été salué par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, des membres du gouvernement ainsi que d'autres autorités civiles et militaire. La gendarmerie de Thiaroye vient de démanteler un réseau de malfaiteurs qui opérait dans la banlieue dakaroise, dans les zones de Ouakam également et de Liberté 6, avec un butin estimé à quelques 6 millions de francs CFA. C'est après avoir identifié un taxi qu'ils avaient pris le 12 mai dernier que la brigade de la gendarmerie de Thiaroye a pu retrouver leurs traces et les arrêter. Le point de l'arrestation, le film de cette arrestation de 11 personnes, dont 2 sont encore en fuite, avec l'adjudant-chef Elhaj Abdul Aziz Diakhaté, commandant de la brigade de Thiaroye. C'est dans la journée du 12 que nous avons pu identifier le propriétaire du véhicule. C'est à partir de là que le conducteur, soumis à un interrogatoire, a pu donc reconnaître les faits et nous a signalé la présence des autres individus, membres du gang, qui sont logés dans une cité qu'on appelle cité imbécile, excusez-moi, à Yarakh et à Kermassar. D'autres aussi étaient tapis dans les quartiers de Ouakam et de Dalifort. C'est comme ça qu'on a pu développer jusqu'à arrêter l'ensemble des personnes. En ce qui concerne les hommes, ce sont 2 Sénégalais et 3 Guinéens. Les dames sont toutes sénégalaises. Suite aux interrogations, ils nous ont signalé que la vente des produits de butin, ils les vendaient toujours au niveau de Colobane. En ce qui concerne les denrées alimentaires, ils les vendaient au niveau du port au Mont 8, nuitamment auprès de certaines dames qui sont des bonbons de gaz estimés à presque à 100 et quelques bonbons de gaz. Il y a la boutique de Cameroun au niveau de Fasmao. Ils ont emporté des sacs de lait, beaucoup d'argent, fast-food. À Ouakam, Yoff, Mamel, c'est des excellents plats. Et toujours avec effrance, c'est des armées. Ils reconnaissent avoir dérobé une valeur de 2 500 000, 3 millions. Mais selon les plaignants, on peut estimer la valeur à 7 millions. Il y a 2 ensuite. Et puis cet atelier de sensibilisation des opérateurs économiques sur le nouveau dispositif fixant le cadre normatif de la médiation au Sénégal. Cette initiative du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de Dakar cherche à remédier à l'inflation du contentieux par le développement des règlements amiables des litiges. Louise Bitsa. La clause de conciliation, ce règlement ne s'appliquera que lorsque les parties désirent trouver une solution amiable à un différend. Pour la résolution des litiges, le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de Dakar offre la possibilité de régler les conflits. Pour parer à toute éventualité, le tribunal de grande instance de Dakar a été choisi comme juridiction pilote. Cela a fait l'objet d'un décret qu'on appelle le décret sur la médiation et la conciliation. Ce décret qui permet maintenant de régler 2 formes de médiation. La médiation qui se passe en dehors de toute juridiction et maintenant la médiation judiciaire pour les affaires qui sont devant le tribunal. L'objectif, c'est d'assurer l'exécution rapide des contrats, le recouvrement des créances. Vous savez que c'est une demande extrêmement importante
parce que le recouvrement des créances garantit le renouvellement quand même des crédits. Et donc, si on a la possibilité de recouvrer rapidement les créances, cela également peut participer quand même à booster le crédit et du coup l'investissement et l'emploi. Dans le cadre de la médiation, il n'y a pas d'appel. C'est une solution préconisée par les parties. La médiation peut durer 1 heure, 2 heures, une journée, mais il n'est pas souhaitable que cela dure 1 mois. Le cadre normatif de la médiation va permettre aux opérateurs économiques de recourir davantage à la conciliation qu'à l'arbitrage. Plutôt que d'aller devant les tribunaux, devant les juridictions étatiques. Bon, il ne s'agit pas d'une démarche concurrentielle, mais il s'agit d'un choix permettant aux opérateurs économiques qui ne veulent pas faire du dilatoire d'aller très vite, beaucoup plus vite, dans la résolution de leurs conflits. C'est une résolution ou des résolutions de conflits dans des délais courts, mais également c'est la préservation des relations d'affaires après, disons, que le conflit s'éteint. Une démarche qui va permettre de désengorger le tribunal de grande instance de Dakar et de réduire les délais de traitement du contentieux commercial. Sur 460 affaires, si nous en sortons 206, donc ce qui fait 44,6%, c'est déjà un impact réel et direct. Ce qui va permettre aux juridictions de pouvoir s'occuper du reste et d'avoir le temps quand même de s'occuper de ces dossiers-là. Et la qualité de temps souhaitée effectivement pourra être obtenue parce que tout simplement les juges seront désengorgés et auront un volume de contentieux conforme aux standards sur le plan international. La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter. C'est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que des personnes invitées par une partie avec l'accord du conciliateur. La brigade territoriale de Han a arrêté hier sur le site du Technopôle le cerveau d'une bande de 5 personnes qui ont abattu sur ce site 2 ânes dont la viande était destinée à la consommation. Les détails avec le commandant de brigade de Han, l'adjudant-chef, l'adjudant Augustin Prosper Gaï, que nous écoutons. Hier soir aux environs de 21h, le chef de poste de sécurité du Technopôle nous a appelés pour nous informer de ce que des individus auraient abattu des ânes au sein de cet établissement. Nantis de cette information, nous nous sommes immédiatement transportés sur les lieux où nous avons pu entrer en contact avec le chef de poste et avons pris en compte le cerveau de la bande. Ils étaient au nombre de 5. 4 ont pu se volatiliser dans la nature. Ils avaient déjà fini d'abattre 2 ânes qui devaient servir à la commercialisation. L'enquête suit son cours en vue d'appréhender, d'interpeller le restant de la bande. Pas encore de solution pour les différents fonciers entre Malika et Tivaouane Peulh, malgré le travail scientifique abattu par les techniciens de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Le problème reste entier. L'ANAT a cependant procédé à la délimitation des 2 communes et le travail va se poursuivre pour trouver une solution définitive. Litige foncier entre Malika et Tivaouane Peulh, c'est un dossier signé à Bassao. Malika et Tivaouane Peulh, 2 communes non délimitées avec des coordonnées fiables. Pour comprendre l'origine de ces difficultés foncières, il faut remonter au décret numéro 96-745 portant création des communes d'arrondissement dans les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Ce décret est signé en 1996. La délimitation de la commune d'arrondissement de Malika au nord, au sud et à l'ouest ne pose aucun problème. Avec l'appui des cartes et les expériences de terrain, un consensus est vite trouvé. Dès lors, où se trouve le problème? La réponse est à chercher sur les limites à l'est. Le décret stipule que la commune d'arrondissement de Malika est délimitée à l'est par la route de la décharge de Mebus jusqu'à la limite du périmètre de reboisement de Malika à la route des Niayes, puis la limite orientale du dit périmètre et son prolongement sur la mer. Cap sur Mebus, où il fallait faire avec cet environnement hostile aux non-initiés pour retrouver la route de la décharge de Mebus
comme point de repère. Sur cette carte, un consensus se dessine devant le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et devant les deux maires. Reste à trouver la limite orientale au périmètre de reboisement de Malika. À ce niveau, il faut nécessairement les coordonnées du périmètre déclaré en 1950. Grâce au GPS, il faut partir du point 5 comme point de repère. Il se situe à 1 km 200. Sur place, les indications laissent apparaître ce point à 150 mètres dans la mer, 66 ans après. Autre repère, le P6. X égale 252, 256 et Y égale 163, 96, 56. Il se situe à 363 mètres du repère identifié au bord de la route. Dernier acte, la recherche du P7. X égale 252, 610 et Y 163, 91, 04. Situé à 654 mètres du point 6. La délimitation provisoire prend ainsi forme. Alors une solution, elle n'est jamais, je veux dire, heureuse pour les deux parties, mais elle est juste. Et elle est juste pas parce que tout simplement l'un et l'autre, nous avons décidé de faire ce que nous voulions, mais elle est juste parce que nous avons travaillé sur des repères que l'ANAT a exploités, des documents et des repères que les eaux et forêts aussi ont mis à notre disposition pour pouvoir donc éclairer nos lanternes. Moi, je pense qu'il est tôt de parler de verdict. On a été en mission exploratoire, on a collecté beaucoup de données. On a vu, comme disait le géographe, quand on a un bon pied, un bon œil, il faut avoir un bon pied. On est venu, on a vu, mais on n'a pas tout vu. Alors, pour régler la question, il ne faut pas aller chercher très loin. Il y a des soubassements juridiques, des actes qui sont posés par l'État. Le décret qui sanctionne la délimitation des communes. On va simplement cartographier la littérature du décret. Pourquoi autant de convoitises et autant de difficultés autour du foncier? Cette question mérite bien d'être posée à l'heure de l'acte 3 de la décentralisation et de l'intercommunalité dans la gestion des affaires publiques. Un territoire est toujours un jeu de pouvoir. Les deux territoires, à savoir les deux communes, se disputaient une partie foncière. C'est la raison pour laquelle chacun tirait de son côté. Mais au niveau du décret, comme j'ai l'habitude de le dire, il est clair aussi. Nous avons pris des points GPS que nous allons cartographier et que nous allons établir un rapport. Nous allons aussi élaborer les cartes de ces deux communes-là que nous allons soumettre à l'autorité, à savoir M. le préfet et ses services, pour dire enfin à chaque commune voilà, là où elle commence et là où elle s'arrête. Pour l'administration territoriale, l'heure est à une gestion transparente au profit des deux communes, divisées que dans l'imagination. On ne peut pas dire aujourd'hui, tout de suite et maintenant, que la frontière de telle sert à telle, la frontière de telle commune, n'est-ce pas, prend départ à partir de telle. C'est des points qui ont été recueillis. Le travail va continuer, comme l'a dit le directeur général de l'ANAT, n'est-ce pas? On va cartographier ces points-là. Et il y a beaucoup d'autres documents aussi qu'on va exploiter pour arriver à délimiter de façon convenable les communes de Tivaouane-Peulh-Niaga et de Malika. Après cette journée de dur labeur, un autre travail commence pour ces techniciens, celui de la confrontation des résultats. L'analyse des données pour qu'enfin une solution définitive soit trouvée. Une autre équation dans ce journal, comment résoudre le sempiternel problème d'accès au financement des PME, notamment les petites et moyennes entreprises agricoles. C'est pour répondre à cette question qu'une étude pilote sur le cadre d'investissement des PME agricoles a été commanditée par le Bureau de mise à niveau des entreprises. La cérémonie officielle de restitution s'est déroulée au cours d'un atelier présidé par le ministre en charge du commerce à Nunsar, Alassane Diédhiou.
Parce qu'elles constituent un ratio de plus de 90% du tissu industriel sénégalais, les petites et moyennes entreprises, notamment les PME agricoles, sont incontournables dans l'élaboration et la réussite de tout programme de développement économique et social. Cette donnée majeure a été prise en compte par les autorités gouvernementales au moment de la mise en place du PSE, le référentiel en matière de politique économique et sociale au Sénégal. Quand on considère le plan Sénégal émergent, qui est le cadre de référence des interventions publiques de l'État et des partenaires techniques et financiers, ce plan Sénégal émergent met l'agriculture au centre de la stratégie. Agriculture pour sa modernisation, l'agriculture pour sa plus grande contribution au produit intérieur brut et l'agriculture pour sa plus grande capacité à créer de l'emploi. Et sous ce rapport, ce sont les entreprises qui créent ces emplois-là. En ciblant particulièrement le cadre d'investissement de la PME agricole, l'étude pilote faite et présentée par le consultant Souleymane Sissoko sur demande du bureau de mise à niveau des entreprises avait-elle sans doute comme finalité de faire un diagnostic et d'esquisser une stratégie de mise en œuvre. Vue sous un angle opérationnel, la lecture qu'en font les autorités met davantage l'accent sur l'approche par chaîne de valeur. Nous sommes dans un monde où le consommateur de produits, quels qu'ils soient, et produits agricoles en particulier, exige une chose fondamentale qui est la traçabilité de ce qu'il veut consommer. Or, vous ne pouvez pas avoir une traçabilité si vous n'avez pas une chaîne qui vous permet justement de suivre le produit de la production jusqu'à l'assiette. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fortement suggéré que dans le cadre du plan d'investissement qui est suggéré et qui sera suggéré par les acteurs, que nous puissions parler de financement au niveau de la chaîne de valeur. Comment faire en sorte que le producteur de tomates qui est dans une chaîne de valeur agricole avec les industriels jusqu'au niveau du consommateur, comment lui apporter le type de financement qui soit adapté à son activité et qui soit également aussi adapté à son agenda. Dans un souci de clarté dans la démarche, le bureau de mise à niveau commanditaire de l'étude pilote s'est voulu précis dans l'approche et la définition du centre d'intérêt. Au terme de cet atelier auquel ont pris part des représentants de l'ONUDI, au nom des partenaires techniques et financiers, du ministère de l'Agriculture, des ONG, des acteurs économiques évoluant dans la production et la transformation des produits agricoles, il est attendu des recommandations d'ordre stratégique et opérationnel. Et puis le projet de formation professionnelle duale entre le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat et l'hôtel Terrobie prend forme. Une convention vient d'être signée pour matérialiser tout cela. Cette convention va permettre à 29 élèves de pouvoir pratiquer les métiers de l'hôtellerie dans cet établissement hôtelier d'Amsiela. Ce partenariat entre l'Office national de formation professionnelle et Sabodala Gold Operation va permettre aux deux parties de définir ensemble des programmes de formation qui intéressent le secteur minier. L'ONFP va ainsi contribuer au renforcement des capacités des employés de Sabodala Gold Operation. L'industrie minière est d'origine anglo-saxonne, donc il y a déjà une formation dans la langue pour pouvoir donc partager des connaissances, partager les spécificités techniques, mais aussi il y a des formations techniques déjà dotés d'habitudes commerciales. On veut que la plupart de ces emplois deviennent des superviseurs, des managers, mais aussi la technologie. Il y a la technologie, le partage d'informations, la gestion des données, la gestion des équipes et aussi l'opération de machines spécialisées. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de l'État pour la promotion de l'employabilité des jeunes et la création d'un contexte compétitif pour les entreprises. La convention que nous allons signer est un cadre permettant de cheminer ensemble selon des actions précises que nous allons identifier ensemble. Notre rôle, évidemment, est dans la conception du dispositif, la mise en œuvre de formation et la certification de ces formations. Pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, l'État mise beaucoup sur le capital humain. Raison suffisante pour le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat de créer et de diversifier ses filières pour mieux répondre aux demandes des entreprises. Le capital humain est la première richesse d'une organisation. Dans un environnement de forte concurrence, où les entreprises se doivent d'être réactives, la formation représente un atout
compétitif important qui permet au personnel d'une entreprise de disposer de flexibilité et de capacité d'adaptation accrue. Sabodala Gold Operation est une société composée de plus de 1600 agents. La signature de cette convention va lui permettre d'avoir un personnel plus outillé et plus compétitif. C'était plutôt un reportage de Damsila sur la signature de convention entre l'ONFP et Sabodala Gold Operation, un partenariat pour une meilleure gestion des carrières. L'accord va permettre également de renforcer les compétences des employés de l'entreprise de la compagnie minière. Et puis participer justement à la promotion des personnes vivant de handicap visuel. C'est un des objectifs de l'ADIE qui vient d'ouvrir une session de formation destinée à cette cible pour un meilleur accès aux outils informatiques. L'initiative est de solidarité numérique de l'Agence de l'informatique de l'État d'Araba. Des personnes en situation de déficience visuelle à l'heure des TIC grâce à un logiciel de synthèse vocale, Choice. Une reconnaissance des caractères par la voix. Et les handicapés peuvent aujourd'hui l'utiliser et faire du traitement de texte et développer véritablement des applications. Ça permet aux travailleurs aveugles que nous sommes de nous familiariser avec les nouveaux outils de l'information et de la communication. L'initiative de l'ADIE s'inscrit dans le cadre de la solidarité numérique et en parfaite adéquation avec la loi d'orientation sociale des personnes en situation de handicap. C'est un procédé que nous allons entamer aujourd'hui, mais que nous allons surtout généraliser à travers le Sénégal. Parce que vous savez que l'Agence d'informatique de l'État installe des salles multimédia dans beaucoup de régions. Donc nous en avons installé plus de 150 à travers le Sénégal et nous comptons les utiliser pour véritablement permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier au maximum de ces outils. L'ADI, à travers cette session de formation d'une dizaine de jours, vient de faire un important appui à la mise en œuvre du plan d'action sociale 2016 du projet Inclusion sociale. La sollicitation du ministère de la Santé et de l'Action sociale du projet Inclusion sociale serait vraiment de s'inscrire dans une approche globale, bien sûr intégrant en priorité les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi impliquant les autres catégories de handicap. C'est possible, il suffit juste de mettre en branle la machine et de mettre en place les outils qu'il faut, dans tous les domaines aussi. Certainement, ce sera généralisé au niveau national. Permettre à des acteurs du monde du travail en situation de handicap d'accéder au TIC, une preuve de plus que l'État du Sénégal tient à son option de garantir l'égalité des chances à tous les citoyens pour lutter contre l'exclusion sociale. À présent, nous vous faisons lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, Oumar Diawa. Le président de la République, Macky Sall, a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 18 mai 2016 à 10h au Palais. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse au nom de la nation ses chaleureuses félicitations au calife général des Layènes et à la communauté layène à l'occasion de la célébration du 136e appel de Seydina Limamou Laye. Il adresse les mêmes félicitations à la communauté chrétienne du Sénégal qui vient de célébrer dans la ferveur la communion et la paix, la fête de la Pentecôte marquée par le bon déroulement de la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine. En cette période de prière fervente pour la paix et la prospérité du Sénégal, le président de la République réitère l'engagement de l'État à poursuivre l'effort de modernisation des cités religieuses à travers l'aménagement des sites et la réalisation d'infrastructures d'envergure à fort impact économique et social. Le chef de l'État se réjouit enfin de la nomination de notre compatriote Fatma Samba Diouf Samoura comme secrétaire général de la Fédération internationale de football amateur FIFA et lui renouvelle son soutien ainsi que ses encouragements dans sa lourde et exaltante mission au service du football et du sport mondial. Revenant sur son appel au dialogue national, le président de la République réaffirme sa ferme volonté de mener des consultations inclusives sur des questions exclusivement d'intérêt national. Fixant ainsi le cadre du dit dialogue, il engage le gouvernement et tous les acteurs concernés à perpétuer cette tradition bien sénégalaise de se retrouver toujours pour échanger sur des sujets majeurs. Dans ce cadre, le chef de l'État compte ouvrir le dialogue national samedi 28 mai 2016
en recevant les acteurs de la classe politique, ceux de la société civile, du secteur privé, des organisations de travailleurs, les autorités religieuses et coutumières. Abordant la consolidation du renouveau urbain et la deuxième génération de projets structurants au niveau du pôle urbain de Diamniadio, le président de la République réaffirme sa volonté de faire de Diamniadio une ville du futur, une ville moderne et durable, symbole de notre ambition collective d'un Sénégal émergent. Il indique également au gouvernement la nécessité d'engager l'édification effective du pôle du Lac Rose et des autres pôles prévus dans les régions, avec le déploiement des programmes du ministère du Renouveau urbain dans le respect des plans d'aménagement validés. À cet effet, le chef de l'État réitère son appel au secteur privé national pour son implication soutenue dans la réalisation des projets de développement urbain et invite les établissements financiers à accompagner les promoteurs privés et les opérateurs publics dans la matérialisation des programmes d'équipement et de logement dans les différents pôles. Dès lors, le président de la République rappelle au gouvernement l'impératif de la synergie des actions en matière de construction d'édifices et d'espaces publics entre l'État et les collectivités territoriales. Il invite également le Premier ministre à hâter l'adoption du projet de loi d'orientation sur l'habitat social et à préparer la tenue avant fin juillet 2016 sous sa présidence du Premier Conseil national de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. Poursuivant sa communication autour de la place stratégique de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation nationale dans le Sénégal émergent, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller à la parfaite organisation des examens de fin d'année, à l'orientation des nouveaux bacheliers, à l'intégration du numérique dans les apprentissages, à la généralisation et à la décentralisation du programme Un étudiant, un ordinateur. En outre, le président de la République exhorte le gouvernement à accompagner les universitaires dans la conduite de leurs différents travaux de recherche, notamment dans le cadre du fonds de recherche mis en place par le CAMES, et lui indique l'impératif de veiller à l'équilibre des budgets des universités et des centres des œuvres universitaires et à l'évaluation des contrats de performance, CDP, signés en vue d'améliorer la gouvernance, la transparence et l'efficacité du système. Abordant par ailleurs la préservation impérative de l'école publique, le président de la République rappelle au gouvernement son attachement à faire de l'école publique une école de la réussite, un instrument d'éducation et de formation des jeunes Sénégalais au service de l'émergence et du rayonnement de notre pays. À ce titre, le chef de l'État salue la suspension de la grève des syndicats d'enseignants et appelle les acteurs et partenaires du système éducatif à mobiliser toutes les énergies nécessaires à l'achèvement adéquat de l'année scolaire en cours. Le chef de l'État invite par ailleurs le gouvernement à intensifier les efforts de construction et d'équipement de cases des tout-petits, d'écoles, de collèges, de lycées, de centres d'alphabétisation et de centres de formation dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence PAQUET afin de résorber les abris provisoires d'ici à 2017. En outre, le président de la République invite le Premier ministre à porter une attention particulière à l'éducation des enfants à besoins spécifiques, à mobiliser tous les moyens nécessaires afin d'améliorer la prise en charge des élèves et les conditions d'enseignement à l'Institut national de formation des jeunes aveugles, INEFJA, de Thiès. Il lui demande également de déployer dans le consensus avec les acteurs impliqués le programme de modernisation des DARA ainsi qu'un plan national de réhabilitation des écoles publiques en rapport avec les collectivités territoriales. Concluant sur ce point, le chef de l'État demande au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires avant fin mai 2016 en vue du fonctionnement effectif des comités de suivi et de la tenue des conseils interministériels d'évaluation de l'exécution des décisions issues des conseils présidentiels sur les assises de l'éducation et de la formation et sur la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Enfin, le président de la République adresse ses vives félicitations aux participants aux 24e Olympiades panafricaines de mathématiques de Dakar et ses sincères encouragements aux lauréats sénégalais pour les résultats prometteurs obtenus dans cette discipline. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération en informant le Conseil de la visite officielle qu'il effectuera du 18 au 22 mai 2016 au Kazakhstan. Le Premier ministre a rendu compte de la coordination et du suivi de l'activité gouvernementale en mettant l'accent sur les conclusions du Conseil interministériel consacré à la préparation du pèlerinage au lieu saint de l'islam.
Dans ce cadre, le président de la République a décidé de fixer le prix du package à 2 600 000 francs CFA, soit une baisse de 52 000 francs par rapport au prix de l'année dernière, obtenu au travers des réformes déjà engagées dans le cadre des nouvelles orientations définies par le chef de l'État au titre de la gestion du pèlerinage. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation arachidière et de l'état de préparation de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a fait le point sur le rapport annuel des statistiques du travail. Le ministre de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public a présenté le plan de modernisation de l'administration publique et le plan d'action prioritaire y afférent. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Concluant de débat général, le président de la République adresse ses félicitations au Premier ministre pour le bon suivi de l'activité gouvernementale, au ministre de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, pour les diligences apportées en vue de la modernisation de l'administration publique, au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et à tous les acteurs du secteur pour les excellents résultats obtenus lors de la campagne agricole 2015-2016. Il exhorte enfin le gouvernement à poursuivre les efforts entamés dans le cadre du PRACAS et des politiques publiques agricoles en vue d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret fixant les conditions d'acceptation d'une transaction avant la mise en œuvre de l'action judiciaire dans le cadre des poursuites pour infraction à la réglementation des relations extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le projet de décret fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Ramatoulaye Niang, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, précédemment chef de la division des relations internationales de la direction des relations du travail et des organisations professionnelles, est nommé directeur des relations du travail et des organisations professionnelles au ministère du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions en remplacement de Madame Mam Khar Diallo, appelée à d'autres fonctions. C'est signé Ibrahima, le ministre porte-parole du gouvernement. Merci Oumar. C'était donc la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. l'AGEROUTE se lance dans le processus de désenclavement de l'île à Morphil. Plusieurs pistes et des routes seront construites dans cette partie du nord du Sénégal. Un tronçon de 67 km et un autre de 70 km seront réalisés dans plusieurs localités à Ouangaya. L'AGEROUTE a plusieurs missions au nord. Le projet de construction de la route RN2 Ndjoum-Ourossogui-Bakel ainsi que le désenclavement de l'île à Morphil sont les projets phares. En termes de nombre de kilomètres, il faut peut-être distinguer la partie financée par la Banque africaine de développement et ce qui est financé par les autres bailleurs. Pour la partie qui est financée par la Banque africaine de développement, sur l'île à Morphil, nous avons deux tronçons. Le premier tronçon, il fait 67 km. Donc c'est ça qui va de Pété à Saldé, et Kaskas et qui sort à Mérina Ndiadbé. Et le deuxième tronçon va de Ndjoum à Loire, Demet, sur 70 km. Les personnes affectées par le projet de l'île à Morphil ont reçu leur indemnisation. Cette tournée est d'une importance capitale pour les populations de Podor. C'est une grande satisfaction. Je pense que depuis des années, les gens attendaient le désenclavement de l'île à Morphil. Et maintenant, c'est quelque chose de réel et fait. Nous ne pouvons qu'accueillir vraiment ce projet et manifester notre satisfaction parce que c'est l'intérêt de tout le monde, c'est le développement de l'île, pratiquement de tout le département, voire la région du Saint-Louis.
La construction de routes vient à son heure, la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base ainsi que la réalisation de plateformes multifonctionnelles d'appui aux femmes font partie des principaux projets de l'Ageroute. L'île à Morphil a d'énormes potentialités. C'est une zone agricole qui mérite une attention de la part des autorités. Cet atelier de cadrage et de planification pour la formation et l'accompagnement des agents de sécurité de proximité, il a démarré ce matin et a réuni toutes les directions susceptibles d'aider à une orientation pour un emploi durable. Ils sont 10 000 à s'être déjà engagés pour la gouvernance sécuritaire de proximité. Les détails avec Fatou Sarro. Après 2 ans de service, les ASP vont entamer une autre phase de leur insertion professionnelle. Engagés dans un service civique, ils vont au bout de leur 2e et ultime contrat devoir s'insérer dans le tissu productif. Je peux vous dire que les ASP, même dans les concours aujourd'hui, nous en sommes à plus de 250 admis à l'école de la police, de la gendarmerie, du ministère de l'Environnement et autres. Donc le reste vont être accompagnés sur la base de certifications et de diplômes et de compétences. Dans cet accompagnement, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a mis en place une plateforme web autour du programme Un ASP, un métier. Il y a différents types de formations dans tous les domaines, dans les domaines agricoles. Selon le niveau de qualification, le niveau d'études de l'ASP, il pourra choisir, il pourra faire son choix par rapport aux formations sur le plan agricole. Au niveau, il y a même des formations en gestion de projet pour les ASP détenteurs de master, bien que nombreux parmi eux ont bénéficié déjà de l'insertion parce qu'ils sont maintenant CUD, chefs d'unité départementale, sur toute l'étendue du territoire. Au nombre de 10 000, les ASP encore en service ont plusieurs opportunités qui s'offrent à eux durant ces 2 jours d'échange avec des agences comme l'ANACIM, le PRODAC, le FFFPT et l'ANPEJ. Nous tous, nous sommes convaincus que c'est à travers une formation, un renforcement de capacité qu'on peut faciliter le processus d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Et à ce niveau, l'ANPEJ est, en tant que structure chargée d'accompagner les demandeurs d'emploi, a noué un partenariat avec l'ASP pour voir dans quelle mesure on peut, dans le cadre du développement des formations, apporter notre contribution, mais également dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi à travers les différents instruments que nous avons déjà mis en place au niveau de la structure. Le concept sécurité-emploi, qui s'est traduit à travers la gouvernance sécuritaire de proximité, a été une lueur d'espoir pour ces jeunes qui ont embrassé pour la première fois un emploi. À la fin de leurs 4 années d'engagement, ils trouveront certainement le gage d'un emploi durable. À présent, la page consacrée à la commune de Grand-Yoff. Le premier sujet de ce soir, l'assainissement en la matière. Grand-Yoff est l'un des quartiers de Dakar les plus dotés en ouvrages. Seulement, la station de la localité ne fonctionnait pas correctement ces dernières années. Mais depuis la réhabilitation, les inondations sont devenues moins fréquentes. Pape Bounachawa. Des murs de protection érigés à l'entrée de toutes les maisons. Les Grand-Yoffois se sont littéralement barricadés contre toute éventualité d'inondation. Par ici, quand l'hivernage approche, les populations s'attendent à tout. On ne dort plus dès que le ciel est couvert, car dès que la pluie commence, on s'attend à être inondé. C'est pourquoi on prend la précaution de construire un mur devant la maison pour nous protéger. Malgré les apparences, Grand-Yoff abrite la 2e plus grande station de pompage d'eau pluviale du département de Dakar. Seulement, cette dernière était défectueuse jusqu'à l'arrivée de la phase d'urgence du plan décennal de lutte contre les inondations qui a permis sa réhabilitation en 2013. Actuellement, à l'origine, on avait 3 pompes de 1000 m3, ce qui fait 3000 m3. Actuellement, avec les travaux qu'on a eu à entamer en 2013, dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations, pour la phase d'urgence 2013, on a mis 2 autres pompes de 1500 m3. Ce qui veut dire qu'actuellement, au moment où je parle, on a 6000 m3 installés au niveau de la station de pompage de Grand-Yoff. Le bassin aussi a été reconstruit, entièrement sécurisé. On a stabilisé tous les alentours du bassin. On a même protégé des maisons. Parce que vraiment, c'était disons, des travaux
qui prenaient l'augmentation de la capacité, la sécurisation du bassin et aussi la sécurisation des maisons qui sont alentour. Grâce au renforcement des capacités de la station, la situation s'est beaucoup améliorée. Le temps de rétention au niveau de la station dépassait peut-être les 5 heures, 6 heures, 7 heures, peut-être même une journée. Maintenant, tout le monde a remarqué, après les pluies, maximum, le temps de rétention ne peut pas dépasser les 2 heures de temps. On est satisfait. Parce que les vous avez 35 minutes, on est très satisfait. Désormais, après la pluie, c'est le beau temps, on circule normalement. Parce que canal bon le problème bu ñu am ci canal benn problème lañu mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen xar yu dee seen. Le seul problème qu'on a, c'est le comportement de certaines populations qui jettent des immondices dans le bassin. On ne voit plus des gens quitter leur maison à la suite des inondations. La situation s'est beaucoup améliorée par rapport à avant. L'assainissement à Grand Yoff, c'est aussi l'équation des eaux usées. À cet effet, la localité dispose d'une station de drainage. On a actuellement ici 2 stations. Ici, on est dans la station de pompage d'eau pluviale, mais derrière, il y a la station de pompage d'eau usée. Donc, Grand Yoff, comme je dis, est doté aussi bien de réseaux de drainage d'eau pluviale que de réseaux de drainage d'eau usée. Et les 2 stations sont côte à côte. Là, derrière, vous voyez, derrière, on a la station de pompage d'eau usée. Ici, on a la station de pompage d'eau pluviale. Et les eaux usées de Grand Yoff sont connectées à travers un réseau gravitaire, ramenées au niveau de la station de pompage d'eau usée et pompées vers la station d'épuration de Cambérène. Tous ces efforts consentis par l'État ont changé le visage de Grand Yoff, qui est devenu un quartier où le cadre de vie est correct, quelle que soit la saison. Sur l'un des principaux axes de Grand Yoff, un espace qui accueille des enfants atteints de malformations, d'infirmités motrices cérébrales, d'agénésie, entre autres handicaps. Ce sont des enfants, pour la plupart, qui sont pris en charge au centre Talibou Dabo, créé il y a plus de 30 ans. Le centre dépend du ministère de l'Éducation, mais il est sous la tutelle du ministère de la Santé. Cependant, l'école, très réputée dans son domaine, fait face à d'énormes difficultés, entre autres la formation des éducateurs, mais aussi le manque de matériel adapté aux différents handicaps. Jean Dior. Il a été créé en 1981 lorsque la poliomyélite faisait ravage au Sénégal. Construit au cœur de Grand Yoff, le centre Talibou Dabo va accueillir plus tard d'autres types de handicaps. Les EMC, les infirmes moteurs cérébraux. C'était pour pallier ce fait qu'on avait les enfants qui étaient dans les rues de Dakar en train de vadrouiller la mendicité. Donc c'était à l'origine, c'était ça l'origine de la création de ce centre-là. Le centre, qui porte le nom d'un médecin militaire tombé au front l'année où l'école a ouvert ses portes, dépend du ministère de l'Éducation. 6 enseignants et 4 auxiliaires de vie scolaire ont la lourde charge d'instruire ces 124 polyhandicaps. Il faut une grande attente, il faut une patience, il faut une grande compréhension aussi, il faut être assidu et aimer ce que tu fais. Certains enfants, en plus de leur handicap, ont besoin d'une assistance spécifique. Ibrahim Diop, élève en classe de CM2 par exemple, a une secrétaire qui écrit pour lui et c'est ainsi qu'il va faire son examen d'entrée en 6e. Le CFE, une épreuve que ses enfants feront au même titre que les autres dits normaux. Dans mes premières classes, j'ai eu à avoir 2 ans ou 3 ans excessifs 100% au CFE. Mais vu qu'ils traînent souvent des lacunes et depuis le changement du programme, disons, de l'arrivée du curriculum d'éducation de base, ça devient encore beaucoup plus difficile ces enfants parce qu'ils ont quand même 15 minutes de plus sur le temps. En plus du volet éducatif, la santé est aussi prise en charge. 2 séances de kinésie par semaine leur sont assurées. Les muscles, par exemple les membres rétractés, on fait l'assouplissement pour avoir un peu de souplesse au niveau des muscles, tout ça. Ceux qui ont les articulations qui sont bloquées, on essaie de faire des assouplissements pour quand même redonner quand même une certaine mobilité à ces enfants. 5 000 francs, c'est le montant que les parents doivent verser à la fin du mois pour prendre en charge la cantine, le transport et les soins. Mais le tout ne va pas sans problème.
Le problème de transport, parce que le centre, c'est l'unique centre au niveau de Dakar. Donc au Sénégal, l'unique centre qui accueille des enfants handicapés moteurs. Le matériel aussi, il faut un matériel adapté. Il faut un personnel spécialisé. Nous avons besoin par exemple de psychomotriciens, d'orthophonistes, parce que c'est des enfants qui ont des problèmes de communication, d'élocution, de langage. Le centre Talibou Dabo, c'est aussi la maternelle et le lycée. Pour les élèves du centre, le handicap, c'est dans la tête. Ici, l'épanouissement est le mot le mieux partagé. Chacun le fait à sa manière. Durant la récréation, par exemple, certains se partagent le ballon rond. D'autres expriment leur passion pour le théâtre. D'autres activités spécifiques sont aussi proposées aux enfants qui ne pourront suivre le cursus scolaire. L'une des particularités de Grand Yoff, c'est son surpeuplement et l'implantation massive de structures sanitaires publiques ou privées. Toutefois, le ratio est jugé faible compte tenu de la forte demande. Autre préoccupation, les maladies liées à la promiscuité comme la tuberculose. La carte sanitaire de Grand Yoff nous est présentée par Oumou Baldé. Grand Yoff est surtout connu pour sa forte densité de population, ce qui a forcément des répercussions sur la demande en matière de santé. Et sur ce plan, justement, la commune est bien servie. Nombreuses sont les structures dépendantes du district Nord qui desservent Grand Yoff. En plus donc, de l'hôpital général Grand Yoff, on a le SAMU municipal. Et comme structure publique également, dans la zone de Grand Yoff, on a le centre médico-social de l'inspection des écoles. Plus maintenant des postes de santé. Au total, 4 postes de santé dans cette zone. Maintenant, pour les structures, il y a des structures militaires, caractère militaire. Et pour cela, on a le centre médico-social du Camp Pénal. Il y a l'infirmerie du camp Sekumbalo et l'infirmerie de la gendarmerie de Front de Terre. Et une autre structure semi-confessionnelle qu'on appelle le centre médico-social de Kariakar, qu'on appelle communément hôpital américain. Maintenant, en dehors de ça, il y a beaucoup de cabinets privés. Cette forte concentration de structures sanitaires ne couvre pas pour autant les besoins d'une population confrontée à la promiscuité. On a une population totale qui est estimée, en tout cas si on se réfère à la population que nous transmet donc le ministère de la Santé, pour en tout cas en 2016.